Bonsoir à tous. Bon, vous remarquez que c'est écrit en tout petit bonsoir parce que j'ai une toute petite voix. J'espère que ça va. Vous m'entendez, c'est vrai? Cool. Donc je viens ce soir avec 2 casquettes et je crois que c'est la première fois que je présente ma 2e casquette. Donc j'ai un peu plus le trac. J'aurais pu te l'emprunter. Donc la première, c'est la casquette Fabulerie. Donc j'ai créé cette structure il y a 10 ans presque maintenant, avec le rêve et l'envie en tout cas de montrer aux jeunes que ce monde qui est en train de se préparer aujourd'hui, c'est un monde dans lequel ils ont leur place et même, et que, en essayant de développer leur capacité créative et en essayant en tout cas d'ouvrir un maximum de jeunes au patrimoine culturel notamment qui est à leur disposition et que parfois certains ne se sentent pas forcément destinataires. Et donc on est voisins en fait, on est un peu plus bas. On s'est installé il y a 3 ans au boulevard Garibaldi, au 10 boulevard Garibaldi, dans un ancien hôtel. Ça s'appelait auparavant l'hôtel Astoria, qui est un hôtel qui a une grande histoire, mais qui s'est arrêté. Aujourd'hui, c'est une résidence sociale. Et c'était un lieu qui était inoccupé depuis 5 ans, et puis qu'on a retapé, un peu comme vous ici. Et aujourd'hui, donc c'est un tiers-lieu culturel, c'est-à-dire c'est un endroit finalement qui n'est pas vraiment défini dans ses usages, où il y a une programmation culturelle, les gens qui viennent travailler, il y a des différents temps de rencontre. Mais surtout la Fabulerie, c'est surtout une communauté, une sorte de configuration sociale qui place du coup les jeunes experts de leurs besoins notamment. Et donc on a plusieurs lignes forces dans notre travail. Déjà l'apprentissage par le faire, par l'erreur, l'apprentissage tacite. Donc on est beaucoup sur la bidouille notamment. Le commun, la notion de commun, en tout cas essayer de créer des passerelles entre à la fois des mondes qui ne se parlent pas, entre les entreprises et les jeunes, entre le numérique et le physique. C'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup avec le travail de Thomas. Voilà, et puis le frisson, parce qu'on est aussi un collectif avec pas mal d'artistes à l'intérieur, donc on essaie toujours de voir comment l'aspect sensible des choses peut amener la curiosité, l'envie d'apprendre notamment. Et donc pour l'ensemble de nos projets, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle nous le design social, qui reprend les codes finalement du design de service ou en tout cas de tout ce qui est lié à l'innovation centrée usager, sauf que on va l'appliquer aux jeunes. Donc on suit un peu les mêmes processus, un temps d'immersion, de diagnostic des besoins, un temps d'idéation, on va essayer de répondre à ces problématiques qui sont identifiées, un temps de prototypage. Alors souvent on va s'appuyer sur du low-tech, notamment des objets au rebut, qui vont permettre à des jeunes notamment de présenter leurs idées. Là en l'occurrence, ça a un exemple qui a l'air très important pour ces jeunes filles. C'est une trieuse intelligente et désintégratrice. Voilà. Et donc il y a tout un tas d'objets comme ça qui sont qui seraient très utiles en ce moment. Oui. Mais du coup, le numérique, pour nous, en fait, on va s'appuyer là-dessus pour justement, sur ces phases de prototypage, essayer de rendre les choses réelles. Même si elles n'existent pas encore, c'est un peu la preuve de concept, ou avant la preuve de concept, ce qu'on appelle le design fiction, en fait. Et donc, on va s'appuyer sur différents outils comme la réalité virtuelle, comme l'interactivité. Les outils de fabrication numérique, puisqu'on était un des premiers Fab Labs à se créer, et puis aujourd'hui on est adhérents de ici Marseille qui sont bien mieux équipés que nous. Et donc on va s'appuyer sur tous ces ressources numériques pour rendre tangibles ces idées et dire à ces jeunes, oui, vos idées en tout cas elles valent le coup d'être partagées parce que peut-être qu'elles peuvent influencer le monde qui arrive. Donc par exemple, un centre de loisirs, on va l'imaginer avec eux, voir ce qui les intéresse, ce qu'ils ont envie de voir apparaître. Les CDI dans les collèges, c'est des lieux finalement, c'est des tiers-lieux, mais comment est-ce que ces jeunes ont envie de se les réapproprier ? Les médiathèques, aujourd'hui, c'est des lieux dans lesquels les jeunes ne vont plus vraiment trop. Et comment on peut les repenser. En fait, c'est tous ces lieux, à la fois de l'éducation, de l'accès à la culture, qui ont été pensés à une période où on était concentré sur l'accès
l'accès à l'information, l'accès aux œuvres, l'accès aux fiches d'orientation métier. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, l'accès, on l'a par Internet. Et finalement, on est en train de passer de lieux d'accès à des lieux d'expérience de tout ça. Et donc, nous, on accompagne surtout les professionnels et leur public pour qu'ils imaginent de nouveaux services. Là, c'est un exemple au musée Château-Borelli. Vous connaissez le musée ? Ouais. Qui est dans un grand parc. Je rebois un peu de pastis, sponsor. Et donc ce musée, en fait, pendant 9 mois, il nous a été offert en terrain de jeu avec des jeunes où on a pu repenser la médiation dans ce musée. Et donc on a commencé par un relevé, un diagnostic finalement, une grande visite qui a duré quand même 2h30 où la conservatrice, elle nous a vraiment fait la visite, mais pas que les collections. En fait, on a pu aller dans les coulisses, on a pu aller dans les endroits qui ne sont pas accessibles au public. Et en fait, on a associé ça à des questionnaires sur leurs usages numériques, tout ça. Et en fait, ce qui est ressorti, c'était pas tant les collections, finalement, faïence, art décoratif, mais c'était plutôt comment les domestiques à l'époque et les Borelli vivaient, comment ils montaient sur le lit d'apparat, dans la chambre d'apparat qui fait 2 mètres de haut, la fête à Borelli, comment ça s'organisait, tout ça. Et donc après, on a monté toute une série de workshops, notamment avec le DSA Design Produit, les jeunes, des professionnels, tout ça, et on a fait émerger une centaine de propositions. Et sur ces centaines de propositions, on a choisi 9 scénarios qu'on a documentés sous forme vidéo. Donc c'est ça que je peux vous montrer comme exemple. Donc aujourd'hui, on est capable de développer ça avec la réalité augmentée. On peut tout à fait proposer ce genre de choses. En tout cas, c'est ce qui les a intéressés. On part souvent de frustration pour innover, notamment. Et là, en l'occurrence, c'était la frustration de ne pas pouvoir essayer les collections des vêtements mode. Évidemment, on ne peut pas... Et donc, du coup, en fait, ils ont imaginé une sorte de cabine dans laquelle on pourrait essayer des vêtements. Donc, il y a eu tout ce travail, en fait, de documentation pour préparer... Oups là. Oula. T'as raison. Là. Hop. Je reviens. Attends, je vais aller en mode manuel. C'est ça. Elle marche, mais trop bien. Donc une fois qu'on a fait ces 9 scénarios vidéo, en fait on voulait avoir du coup le retour un peu pas d'usage parce qu'on ne pouvait pas le développer, on n'avait pas, ça on l'a monté sur un bout de financement sur une étude et du coup on a fait vraiment une étude action. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des visites projection. Donc, on recevait des scolaires, on leur faisait faire la visite avec les équipes de médiation et on leur projetait les films. Et après, on avait leur retour. Et on a aussi mis des bornes comme ça,
où les gens, à l'endroit où les jeunes avaient imaginé des innovations, du coup, ils pouvaient voir la vidéo et dire ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Du coup, ça nous a permis de voir qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas du tout et des choses qui marchaient. Une fois qu'on s'était dit ça, pour développer les vrais dispositifs, du coup, on n'avait pas forcément de solution. On s'était dit ça serait bien de monter une sorte de régie technique régionale avec des dispositifs de ce type, tout ça. Du coup, ce qu'on a fait, en fait, plutôt, c'est on a répondu à un marché public d'une commande d'exposition des archives municipales de la ville de Marseille. On a déposé notre pli en disant on ne sait jamais, on n'a pas d'expérience là-dedans, mais on va le proposer. Et du coup, on a proposé une exposition, on a été retenu pour le marché. Et du coup, on a créé une petite exposition qui a duré 6 mois pour valoriser les documents à plat, donc des archives municipales. Ce qui nous a permis, entre autres, de développer la fameuse cabine cartomaton qu'on a utilisée d'une autre façon. On a fait parler les vieilles photos, du coup... Et le fameux cartomaton. Qui a permis de valoriser le fond de carte postale en fait, des archives municipales. Et là, c'était un voyage immersif en tramway, comme si on était dans le Marseille du siècle dernier. En fait, on avait l'impression d'être dans un tramway et de voir dans les fenêtres le Marseille d'antan. Et du coup, en fait, je voulais vous montrer la fin parce que justement, quand on a développé en fait ce tramway, on aurait pu le développer en one shot avec une équipe en modélisation sur du Unity fermé, verrouillé. Enfin, une application comme ça. En fait, on l'a pensé réutilisable, c'est-à-dire que l'ensemble des textures en fait sont changeables. C'est du PNG dans un dossier qu'on change. Et donc, moi, ma deuxième casquette, qui est une casquette d'auteur transmédia, ça a été aussi de tout réfléchir réutilisable, parce que c'était le seul moyen qu'on avait en fait de pouvoir développer des dispositifs qui pourraient servir à d'autres dans d'autres contextes. Et en l'occurrence, ce tramway, cette racine logicielle, on l'a utilisé par exemple pour faire un train fantôme avec des jeunes à Cuges-les-Pins où ils ont créé leur train fantôme et voilà. En fait, on a pu l'utiliser dans plein d'autres cadres. Et donc du coup, on a fait tout un tas d'expositions différentes parce que pour nous, c'est un moyen de développer toujours des nouvelles choses et des nouveaux dispositifs. On documente en ressources libres pas mal de choses, que certains, même peut-être parents, peuvent utiliser aussi. Donc pas mal de tutoriels vidéo sur la bidouille numérique. Voilà. Et puis on a différentes choses à la fabulerie. Et ensuite, on a une ressourcerie numérique maintenant qui est nourrie par la collaboration avec différents artistes et auteurs dont du coup je fais partie. Et donc je voulais présenter, parce que je me lance enfin aussi à côté. Donc je lance Machine à Histoire en fait, qui est l'idée d'une fabrique de mobilier numérique et narratif, donc des mobiliers qui sont habités, parce que des machines à histoire sans histoire, ce ne sont que des machines. Et donc, du coup, voilà, un peu ce qui a été
imaginé ces dernières années. À table, un dispositif en fait où on peut composer son assiette et repartir avec son souvenir à déguster. Voilà, qui est mise en scène du coup sur une table. Là, c'est une fabrique d'insectes en fait qui permet de composer des insectes à partir de plusieurs insectes et donc de créer son insecte imaginaire. Et en fait, vous repérez que la racine logicielle, c'est la même en fait. Voilà. Et c'est que comme ça, en fait, en tout cas, moi, c'est ce travail de répétition qui m'intéresse, l'idée de collection, en fait, numérique, et ce rapport entre le tangible et le numérique. Voilà, là, c'est une autre fabrique de contes, mais c'est la même base logicielle encore. Ça, c'est une borne hologramme, ça, c'est des jeux assez simples. Là, c'est les tableaux bavards, donc c'est ces tableaux qu'on anime. Voilà, là c'est une scénographie de la dernière exposition du coup, qui était au Muséum d'Histoire naturelle de Marseille, qui a permis encore d'inventer des choses qu'on peut mettre à disposition. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ça c'est une exposition sur l'habitat de demain. Voilà. Et en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est que nous, on a eu une contradiction entre un tiers-lieu, un lieu, du coup, voilà, sympa, et tout notre boulot autour. Et en fait, on avait du mal à faire comprendre aux gens qui venaient dans le lieu tout ce qu'on faisait autour. Et on avait envie aussi de pouvoir expérimenter des nouveaux dispositifs de médiation numérique et culturelle de façon confortable. Parce que quand on crée une exposition, du coup, on se heurte aussi à la maintenance et au personnel de salle qui n'est pas forcément... il faut penser, finalement, on consacre presque 40% d'une exposition sur son automatisation. Et j'avais envie de pouvoir être libre, que l'équipe se sente libre et que nos partenaires qui inventent aussi des dispositifs ou des propositions logicielles puissent avoir des feedbacks aussi des utilisateurs, des jeunes. Et donc là, en novembre, on ouvre le Muséolab, qui est un musée numérique pour enfants, et un mini-lab, c'est-à-dire un lieu d'expérimentation autour des pratiques numériques et culturelles. Donc on va pouvoir s'appuyer sur des fonds patrimoniaux, qui sont les fonds de la ville de Marseille, donc les musées, mais aussi bibliothèques, opéras, conservatoires et muséums d'histoire naturelle, c'est pas partie des musées classiques. Microfolie, donc là qui est une brique qui vient... on va dire, de la Villette et de l'État qui ont créé une collection d'œuvres au niveau national, voilà, qui réunit tout un tas de fonds issus de différents musées. Et du coup, ça va nous donner un nouveau terrain de jeu et surtout permettre aux jeunes, en fait, de à la fois découvrir des collections patrimoniales, de leur territoire, mais pas que, de pouvoir les manipuler, de jouer, de se les réapproprier et de bidouiller aussi autour. Voilà, donc là on est sur un accueil de 240 classes, grande section maternelle et élémentaire. On commence à tester aussi avec les collégiens et familles grand public. Donc ça c'est ouverture en novembre, c'était le grand projet, enfin en tout cas c'est le grand projet sur lequel on a bossé ces derniers mois. Je vous disais, on est dans un ancien hôtel, donc pour nous c'est l'idée aussi de rétablir un peu ce jardin d'hiver, parce qu'en fait c'était un jardin d'hiver, l'endroit qu'on occupe aujourd'hui. Et donc à la fois d'avoir une dimension un peu de cabinet de curiosité d'œuvres numériques qui seront installés en fait dans l'espace tiers-lieu. Les gens continueront à venir, à manger, parce qu'on a la cantine le midi. Voilà, avec différents dispositifs. La microfolie, en fait, qui permet de découvrir et de manipuler et d'appuyer en conférence, en fait, la découverte d'œuvres issues de musées nationaux. Un parcours de 7 minutes en mapping pour traverser Marseille, en fait, depuis cet hôtel, de façon assez sensible. Voilà. La réalité virtuelle qui va nous permettre de vivre ce jardin d'hiver revisité par différents artistes. Et puis... un projet qu'on a démarré qui est en fait l'idée que dans cet hôtel il y a des chambres et donc nous on recrée une chambre qui est en fait notre salle temporaire d'exposition temporaire et qui prend la forme d'une explore room, donc c'est un peu comme un escape game mais explore game où l'idée c'est de trouver des indices et d'explorer. Et donc ça on le co-construit avec des ados. Là cette semaine typiquement, d'ailleurs demain à 15h il y a une restitution de leur réflexion de toute la semaine pour imaginer par exemple le fait qu'on va avoir une boule à thé qu'on va poser à un endroit, ça va déclencher un truc. Donc là on utilise le NFC, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Voilà.
Et donc, juste pour finir, je vous présente Edith, qui est le premier personnage qu'on invite dans cet hôtel, parce que cette carte postale, du coup, on l'a retrouvée, et du coup, c'est la fabulerie avant. Et cette Edith, elle est exploratrice des forêts, voilà, et c'est autour d'elle, c'est elle qu'on va inviter, du coup, en novembre dans cet Explore Room. Voilà, du coup... Merci.